Bien, nous allons redémarrer pour cette fin de matinée. Alors, je vais vous parler de façon peut-être un peu plus concrète, mais en essayant de faire des passerelles avec ce qu'a dit Godelier. Donc, pour un petit voyage autour de la question de la rencontre, de l'enfant, de la famille et des ancêtres, du prendre soin, et puis une petite conclusion. Donc, je vais vous expliquer un peu comment... Enfin, essayer de vous expliquer un peu comment est-ce que moi je fonctionne dans ces problématiques trans ou interculturelles. Tout d'abord, une vraie petite histoire. Lors d'une médiation ethnoclinique, après avoir écouté pourquoi une demande a été faite à notre dispositif, et après avoir écouté le trajet migratoire et les attaches familiales, une maman qui est venue avec sa fille m'aborde les yeux dans les yeux et me dit, un peu irritée quand même, « Monsieur, je suis venu ici pour que vous me disiez ce qu'a ma fille. » Voilà, on commence comme ça. Alors voilà ma réponse. Je peux vous répondre comme un médecin français qui a fait ses études en France et qui pourrait vous dire la chose suivante. Vous nous avez dit que votre fille est venue au monde alors que vous étiez très jeune et que vous ne pouviez pas l'élever à cause de votre travail, donc vous l'avez confiée à votre mère. C'est votre mère qui s'en est occupée comme sa propre fille et que vous alliez la voir de temps en temps. Puis, quand elle a eu 6 ans, vous l'avez emmenée en France avec vous pour suivre votre mari et vous avez vécu pendant 1 an dans la belle famille, dans des conditions difficiles, tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique. Maintenant adolescente, votre fille ne cesse de vous agresser et de vous rendre la vie impossible, d'où son placement. Mais médecin français, ayant fait des études en France, je peux vous répondre que votre fille est très fâchée contre vous et vous en veut de l'avoir arrachée à ce qui était pour elle sa famille, c'est-à-dire sa grand-mère, une grand-mère qui était pour elle comme une mère. Et en plus de la mettre dans un contexte de vie très difficile, elle est en colère et elle vous le dit. Mais maintenant, si je suis un médecin français qui a cherché à comprendre comment des familles venues d'ailleurs, avec leur propre façon de faire et de vivre, et si je suis ce médecin qui les accompagne depuis plusieurs années, je pourrais vous dire que votre fille est malheureuse car il y a pu y avoir une attaque sorcière, un mauvais œil ou bien une possession par un djinn. La maman s'est alors penchée vers moi et droit dans les yeux, elle me dit « Mais c'est ça, monsieur, ma fille est possédée par un djinn. » 2 fois de suite, elle est tombée à l'école en s'agitant et 2 fois de suite, le SAMU est venu. Et aux urgences, ils nous ont dit « C'est une crise d'épilepsie. » Mais moi, monsieur, je vous le dis, elle est possédée par un djinn. Et pendant que la maman explique cela, Mohamed, que vous verrez cet après-midi, qui travaillait avec moi, Mohamed me dit à l'oreille, « Regarde, la fille est en train de réciter des sourates de protection. » Et la maman d'ajouter, « Je ne veux pas me débarrasser de ma fille, comme on en a parlé avec l'assistante sociale, mais ici, en France, vous ne savez pas soigner les djinns. Il faut qu'elle aille au pays. C'est là-bas qu'on peut la soigner. » Hamid Salmi, qui est un ethnoclinicien, nous explique « C'est à nous de créer un cadre où l'on ne disqualifie pas l'autre, ou au moins provisoirement, qu'il puisse être à égalité. Il faut assurer à minima une juxtaposition des façons de faire venant de chaque partie, sans qu'un dispositif annule l'autre. Puis il faut impérativement assurer l'articulation. Il faut créer des espaces d'humanité où provisoirement, il y a une réelle égalité entre 2 systèmes de pensée. » Et il ajoute « La culture est un système de barrières définissant des dedans et des dehors. On peut imaginer ce système comme un ensemble composé de barrières qui indiquent les différentes appartenances à un monde, système de parenté, c'est ce qu'on a vu avec Godelier, religion, système culinaire, musique, etc.
Dans cette rencontre, il a été question de permettre la mise en mots de ce système de barrières qui signifie une mise en sens du monde. Dans de telles rencontres, se racontent des trajets de vie dans une histoire vécue, dans une culture particulière, bien sûr. Et puis, petit à petit, émerge une explication de l'origine du mal-être et une demande pour un mieux-être. Georges Devreux, qui est psychanalyste et anthropologue, insistait sur l'universalité psychique, ce qui impose de donner le même statut de sens et de valeur, sans hiérarchie, aux productions psychiques de l'être humain, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Il propose pour cela la notion de complémentarisme. C'est l'utilisation obligatoire, mais non simultanée, de l'anthropologie et de la psychanalyse. Pour lui, il est nécessaire d'utiliser ces deux types de discours sans pour autant traduire l'un par l'autre au risque de réduire l'un aux dépens de l'autre. Chacune des deux explications doit être perçue comme étant complète, donc valable dans son propre cadre de référence et traitée comme telle. Mais comment je fais pour entendre cela ? Comment est-il possible pour moi d'utiliser les deux registres sans m'y perdre ? La métaphore pour dépasser le choc culturel. Jean-Claude Métro, psychiatre à Lausanne, nous dit « Ma trajectoire professionnelle, mes rencontres avec les migrants et des rescapés ont allumé une conscience de nos similitudes, propre à étourdir, selon moi, notre obsession des différences. Nous sommes tous des migrants, et je conclus. Découvrir nos ressemblances nous permet de penser et de développer ensemble nos pouvoirs dire et agir. Co-construire un monde de sens partagé. Prendre la migration comme métaphore nous inclut gens de métier, de l'aide dans la communauté des migrants. Nous voilà donc au cœur de notre problème. Je me présente. Je suis Jean-Jacques Jousselin. Je suis proche de vous, mais aussi d'une autre culture que vous. Et pourtant, on va se parler, on va se comprendre. Je suis né français. Français, né en France, de parents français, donc de nationalité française. Le fait d'être français ne définit pas ma culture. Cela donne une vague idée des références qui fondent mon espace de vie, mais bien trop vague pour définir ma culture. Si j'étais sénégalais, tout de suite, la question de mon peuple d'origine serait posée. Même si les ethnies du Sénégal sont toutes issues d'un fond culturel commun, s'il n'y a pas de véritable barrière culturelle entre elles, cependant, il est important pour un Sénégalais de savoir quelle ethnie est la personne avec laquelle il parle. Wolof, Peul, Sérère, Diola, Manding. En France, on est français. Et un point, c'est tout. Breton, corse, peut-être, mais français et laïque surtout. Et pourtant, je l'affirme, je suis d'une autre culture, ce qui parfois me rapproche des familles qui viennent d'un autre pays, d'une autre culture. C'est par mon appartenance à une histoire familiale et à un terroir que je me suis construit dans un espace singulier. Je me prénomme Jean-Jacques, Jean comme mon grand-père, Jacques comme mon père, et Jean-Jacques comme mon arrière-grand-père. 2 générations, disait Godelier. Je suis donc d'entrée de jeu inscrit dans la lignée paternelle et le successeur nommé de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Une histoire de filiation, mais aussi de descendance. Mais cependant, tout commence quand ce petit Jean-Jacques que je suis attend sa maman au bout du champ. Je marche à peine et j'attends que ma mère, qui arpente le champ, et qui ne cesse de faire des allers-retours, revienne. Entre un ici et un ailleurs, un cachet-coucou. Une histoire de séparation, retrouvailles et d'espoir, désespoir. Alors finalement, j'occupe le temps. Je remplis le vide à explorer ce monde qui m'entoure. Parfois inquiet, parfois émerveillé. Finalement, une histoire d'ouverture au monde qui débute. À 12 ans, mon père fait le choix d'aller travailler à l'autre bout du monde, à 150 km de mon espace de vie habituel. Ma famille s'installe dans une ville, loin de ma ville natale, loin de ma campagne natale, mais elle me laisse sur place pour finir l'année scolaire, dit-elle. Moment de profonde tristesse face à cet abandon,
aller et retour qui se succèdent, une histoire de migration interne. Mais bientôt, le choc culturel par cette migration d'une campagne profonde à une ville incompréhensible va arriver. Les us et les coutumes ne sont pas les mêmes. Mes repères volent en éclats. Habitué au monde des cabanes dans les arbres, de la pêche, d'une vie à battre la campagne, à la découverte de mon environnement, c'est tout à coup un autre monde du vivre ensemble dans lequel je prends pied. Les mots, la façon de se parler, les comportements, la gestuelle, les rituels adolescents ne sont plus les mêmes. Une histoire de rencontre et de choc culturel. Et puis, il y a l'arrière-plan éducatif. Mon grand-père pasteur, mon grand-père Jean était pasteur protestant, ce qui a beaucoup imprégné ma famille. Ce qui fonde un protestant, dans son rapport au monde, c'est le vécu historique de persécution. Ma famille possède un cimetière, ce qui rappelle qu'avant la Révolution française, les protestants devaient enterrer leurs morts la nuit, en cachette, au fond du jardin, sous peine de voir le curé le prendre et le brûler comme mécréant. Le mot était déjà utilisé. À la Révolution de 1789, les cimetières deviennent communaux et les protestants sont autorisés à enterrer leurs morts dans les cimetières. Mais dans le village de mes ancêtres, le curé a revendiqué comme catholique le cimetière qui jouxtait l'église, d'où l'origine du cimetière familial. Autre point nodal également, c'est la mémoire chez les protestants d'une bataille pour que l'homme soit libre dans sa conscience et ne passe pas par un intermédiaire ecclésiastique, d'où le terme de protestant. Ces protestants revendiquaient la lecture directe des Écritures saintes, la Bible. L'absence de confession, remplacée par un rapport direct à Dieu, ce qui, au passage, construit un autre rapport à la culpabilité. Et encore d'autres petits contenants comme ça, de pensée, qui, comme celui-là, construisent un rapport au monde différent de la majorité des Français. Et plus proche de nous, mon beau-père a été excommunié par l'Église catholique en 1955 parce qu'il s'est marié avec une protestante. Et ma propre femme n'a pu être baptisée parce que notre curé a menacé d'excommunier son parrain catholique. Donc on le voit, les vécus de persécution sont proches. Et même si l'on s'affranchit de cette référence chrétienne, l'empreinte dans la construction de son rapport au monde est bien là, et elle colore le rapport aux autres. Une histoire de croyance qui combat une autre croyance et désigne des mécréants. Il y a donc pour moi, comme possible métaphore, des vécus et des contenants culturels qui permettent de me sentir proche de certaines histoires racontées par les familles migrantes. Tout cela, le vécu d'absence, la migration interne, le monde de minorité, les poids et le respect de la parole, tout cela permet des métaphores qui accélèrent l'empathie. Petit rappel au passage, l'empathie, c'est cette capacité d'identification émotionnelle en nous, à laquelle s'ajoute une théorie de l'esprit, c'est-à-dire à savoir la capacité d'attribuer à l'autre des états mentaux et de les comprendre. Voilà. Par la suite, un travail personnel m'a permis de mettre à jour toutes ces dynamiques qui, derrière des mouvements émotionnels issus de l'enfance, pointent les raisons d'une sensibilité particulière aux séparations-rencontres, bien sûr, mais aussi à ce désir de découverte d'autres mondes internes autant que sociaux. Ce simple récit d'une trajectoire personnelle, et qui ne dit rien de l'intime, mais qui parle d'un trajet de vie, montre à quel point nous avons sûrement tous en nous des vécus de migration et de chocs culturels. Et c'est cet après-midi, Nawel nous parlera des chocs culturels. Mais pour reprendre Jean-Luc Métraud, qu'on a vu tout à l'heure, découvrir nos ressemblances nous permet de penser et de développer ensemble nos pouvoirs dire et agir, et prendre la migration comme une métaphore m'inclut dans la communauté des migrants. Chacun de nous peut prendre appui sur ses propres tranches de vie et retrouver en soi ces trajectoires qui permettent de s'ouvrir aux différences. C'est-à-dire de mettre en route un processus de pensée qui fait émerger en soi des similitudes,
Des similitudes, c'est des formes entre des choses qui sont par ailleurs de nature différente. Selon moi, ces similitudes sont là, chez nous, non pas enfouies, non pas inconscientes, mais impensées. Voilà pour la rencontre. Mais qu'en est-il de la croyance de chacun ? Importance de la décentration et comment accepter les croyances. La séparation du sacré et du religieux dans la religion, la séparation du sacré et du religieux dans la gestion de la cité est une expérience occidentale, unique, exceptionnelle, mais qui n'est pas la règle dans la plupart des sociétés. Les propos d'ailleurs de Maurice Godelier sur les fondements d'une société autour du politico-religieux, c'est-à-dire autour des croyances et des rapports de pouvoir, permettent de faire des liens de pensée. Il est justement impensable pour certains migrants de comprendre ce qu'est être athée. Pour eux, le monde des dieux, des ancêtres et des invisibles est au fondement de l'organisation de leur vie sociale, de l'organisation du vivre ensemble, et donc de l'ordre et du désordre. Et Maurice Godelier nous en a bien parlé. Récemment, cet été dernier, j'ai rencontré une personne issue de la migration, voilà 35 ans maintenant, d'origine portugaise, très croyante, catholique. Elle s'est mariée avec un Algérien, lui aussi immigré de longue date, et qui dit ne pas être croyant. Il a cependant autorisé ses enfants à être baptisés, à faire leur communion et tutti quanti. Au détour d'une conversation, elle parle de son mari, de lui, en disant « Le pauvre, il n'a pas de religion ». Les croyances organisent les rapports des vivants entre eux, les systèmes de parenté, mais aussi les rapports des vivants avec les êtres invisibles, les dieux, les ancêtres, les défunts, les esprits, les guérisseurs, etc. Sans cet appui culturel, le monde n'a aucun sens. Même nous, Européens, nous avons nos croyances qui organisent notre communauté. La Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi les tables de la loi et les 10 commandements, ne sont jamais bien loin. Tous les êtres naissent libres et égaux en dignité et en droit. Il s'agit d'une croyance qui fonde notre démocratie, rien d'autre qu'un imaginaire qui fonde cependant le réel de notre démocratie. Dans un autre espace social, il est question de la charia, par exemple, la loi islamique. Elle dicte aussi des normes et des règles sociales, culturelles et relationnelles. Le terme charia, utilisé en arabe dans le contexte religieux, signifie chemin pour respecter la loi de Dieu, bien sûr. Voilà une autre croyance. Vous l'avez compris, les croyances, le monde invisible, les rapports de pouvoir et de dépendance sont omniprésents dans la construction culturelle des individus, y compris dans notre société dite civilisée. Ainsi, nous élevons de véritables petits anges ou de terribles petits diables, de vrais démons. Et parfois, c'est un vrai chemin de croix pour arriver à nos fins, si Dieu le veut, etc., etc. Penser et accepter cela, c'est déjà dépasser le choc culturel. En tous les cas, accepter de dépasser le choc culturel. Rien ne nous empêche de considérer que la construction du sujet avec ses enveloppes, ses contenances, ses liens d'attachement et sa difficulté à la mentalisation peuvent exister au sein d'espaces familiaux sécures ou bouleversés, bien sûr. Mais qu'est-ce qui nous empêche de penser également que le registre culturel a son importance avec ses problématiques de filiation, d'alliance, avec ses invisibles ou encore la sorcellerie, pour lequel nous avons nous aussi des exorcistes. Attention cependant à ne pas faire d'amalgame français égale catholique, ou athée d'ailleurs, arabe égale musulman ou traditionnaliste. Comprendre les enveloppes et les contenants de pensée. René Caès, psychanalyste, a prolongé la notion de contrat narcissique de Pierre Aulagnier du côté de la filiation. Il propose de s'intéresser aux alliances inconscientes. Voilà ce qu'il dit.
le contrat narcissique est mis en œuvre par la mère au plus près de l'expérience corporelle, émotionnelle et langagière. Et il organise, ce contrat narcissique, il organise les termes d'un échange qui prescrit une place pour le sujet. C'est par le moyen d'une instance de la culture, que les alliances inconscientes accomplissent une double fonction structurante pour la communauté et pour le sujet. Elles établissent chacun sous le rapport à la loi commune et aux interdits fondamentaux qui sont à l'origine des instances de la vie sociale et qui déterminent les conditions de l'avènement du sujet. Pour Bernard Puyello, voilà ce qu'il dit. Un contenant de pensée, on pourrait dire un éprouvé par exemple, un contenant de pensée est insensé, insignifiant, tant qu'il n'a pas été traité par un ou plusieurs contenants de pensée qui l'ont transformé en éléments de pensée, souvenirs, projets, rêveries. Les contenants de pensée donnent sens à ce que nous percevons du monde matériel, d'autrui, de nous-mêmes, de notre histoire et de celle de notre groupe d'appartenance. Les contenants de pensée, groupaux et culturels, et parmi eux, au premier chef, le langage, modélisent la pensée qui procède des contenants archaïques et symboliques. Pour résumer les choses, dit-il, tout se passe comme si la pensée individuelle était modelée par des récits ou des mythes construits par les communautés auxquelles appartient l'individu. Ces récits proposent des modèles et imposent au sujet une représentation de lui-même qui peut être des plus contraignantes et des plus structurantes. Les contenants de pensée, les alliances inconscientes, font référence à des systèmes venant de l'extérieur de soi. Ils s'imposent à tout sujet en devenir et l'inscrivent dans une communauté, dans une collectivité, dans une humanité. Les représentations de l'enfant, sa place dans le groupe familial et communautaire, de même que les interactions père, mère, enfant, sont fortement marquées par les valeurs culturelles du groupe d'appartenance. Boris Godioli le précise d'ailleurs, l'imaginaire dont il est question n'est pas celui des fantasmes individuels. Il s'agit de l'imaginaire socialement partagé de représentations collectives qui sont objets de croyances, cristallisées dans des institutions et mises en scène et en acte dans les pratiques symboliques comprises de tous. Ces explications imaginaires, c'est lui qui dit ça, ne sont pas seulement une interprétation de la réalité sociale, une réalité idéale qui n'existe que dans la pensée par la pensée. Ces explications imaginaires produisent de la réalité sociale, tout en l'expliquant. Et il l'a bien expliqué, lui, tout à l'heure. Mais du fait que ces explications, c'est ça aussi qui est important, du fait que ces explications se réfèrent à des réalités imaginaires et sont elles-mêmes imaginaires, elles contiennent toujours une part d'arbitraire. Et du fait qu'elles se réfèrent à des entités, Dieu, déesse, esprit, parole des ancêtres, qui n'existent que par la pensée, interdiction et sanction ne gardent leur évidence et leur force qu'autant que la pensée qui les pense et la société qui les respecte continuent à leur trouver du sens. Ces explications imaginaires n'ont du sens qu'autant que la pensée qui les pense et la société qui les respecte continuent à leur donner du sens. Serait-ce là l'origine du malaise? Et si le déséquilibre qui amène un jeune à nous était lié avec le fait que les racines du groupe d'appartenance ont été rompues ou bousculées? Et cela malgré le fait que la pensée et les pratiques symboliques persistent parfois encore chez les parents. Alors ce jeune, qui vit dans un entre-deux de monde culturel, celui d'ici et celui d'ailleurs, peut-il donner sens à cette histoire, à son histoire? En conséquence, cette rupture dans la chaîne de transmission en conséquence de cette rupture dans la chaîne de transmission et sans savoir quoi penser, le jeune, parfois, en désespoir de cause, agit pour ne pas subir. La question de la construction du sujet et son humanisation dans une culture peut être abordée à partir de la problématique des contenances, des enveloppes et des liens. Il va tout d'abord devoir survivre et ensuite constituer des enveloppes qui vont lui permettre de déterminer un moi et un non-moi. À partir de là, il pourra mettre en place des liens d'attachement.
Grâce au lien d'attachement, il aura la possibilité d'entrer dans une pensée réflexive et dans la mentalisation. Mais bien évidemment, tout ce processus-là est recouvert par la culture qui va connoter, colorer quelque chose de ce trajet de l'enfant. Si l'on est du côté de la psychodynamique, il faut considérer ce trajet comme étant un passage du réel à l'imaginaire, du réel de la vie, du réel du vivre, à l'imaginaire de la pensée. Si l'on est par contre du côté de la culture, l'on est à ce moment-là du côté de l'imaginaire qui va inscrire quelque chose dans l'ordre du réel. Du côté de l'éducatif et de la culture, on peut décrire un certain nombre de points importants entre la survie et la mentalisation. La survie, bien évidemment, c'est la question du maternage, et du côté culturel, on pourrait dire que c'est la question de l'éducation et de la protection. Ensuite, des enveloppes, il s'agit de la contenance, et bien évidemment de la question de la famille, du groupe d'âge. Du côté de l'attachement, là, on regarde plutôt la question des premiers liens, et bien évidemment celle des alliances et de la migration dans la rupture des liens. Sur la mentalisation, on est sur la mise en sens, et du côté de la culture, on est du côté des mythes, des rites, et bien évidemment de la langue, qui donne sens. Et ensuite, du côté de la culture elle-même, bien sûr, c'est la question de l'enveloppe éducative, mais aussi celle des pouvoirs et des croyances. Donc, si on en reprend cette histoire de culture, autour de cet enfant en développement, il y a la famille, la parenté, le village. Mais autour de la famille, de la parenté et du village, il y a bien évidemment, du côté des croyances, les dieux, les ancêtres, les invisibles, les mythes et les rites, l'éducation, bien évidemment, fondamentale, mais aussi les guérisseurs chargés de s'occuper des désordres et de la remise en ordre. Si l'on est du côté de la culture occidentale, on va rencontrer l'État laïque, et ensuite le code de la famille qui détermine les liens entre les enfants et les parents et la vie sociale, la science, incontournable, les droits de l'homme et du citoyen, le savoir, et bien évidemment la médecine, mais dans ce qu'elle a de très protocolisé. Et l'on voit alors que lorsqu'il y a une migration, il y a une sorte de brouillage qui peut s'opérer entre la culture d'origine et la culture d'accueil, avec des dieux et des anétaléiques, des ancêtres mais le code de la famille, les invisibles et la science, les droits de l'homme et les mythes, le savoir et l'éducation, les guérisseurs et la médecine protocolisée. D'où une problématique de métissage qui parfois n'est pas simple à résoudre. Voilà, la construction culturelle de l'individu renvoie donc à un universel qui lie la mise en place des enveloppes, des premiers liens, du codage et de la mise en sens. Ce dont il est question, c'est que ces explications culturelles qui produisent de la réalité sociale ne gardent leur évidence et leur force qu'autant que la pensée qui les pense et la société qui les respecte continuent à leur trouver du sens. C'est ce que nous a dit Maurice Godelier. Ce dont il va être question maintenant dans la rencontre, c'est d'avoir accès à la nature de la mise en place des liens et des places dans une relation singulière, mais aussi dans une culture particulière, pour ensuite en comprendre les déséquilibres inhérents à une histoire familiale. Ce qui parfois prend forme, c'est un contexte de vie, une construction du sujet dans son humanité et dans son histoire, avec ses mythes fondateurs, les mythes fondateurs de la famille, mais aussi du groupe de référence, avec celle de la migration, qui fait parfois aussi exploser le cadre de la référence. La famille, l'ancêtre, la famille, l'enfant, les ancêtres. Pour Marie-Rose Moreau, qui est pédopsychiatre, l'analyse des thérapies d'enfants en situation migratoire a montré que l'on peut définir des paramètres culturels, fonctionnels, c'est-à-dire des processus qui génèrent du discours autour de l'enfant. Il existe des représentations ontologiques qui concernent la nature de l'enfant, des représentations étiologiques, les causes du désordre, et des logiques thérapeutiques, de l'ordre du faire. Ce qui, ajoute-t-elle, soutient notre travail du début à la fin d'une médiation, de la mise en récit au prendre soin. La nature de l'enfant, les représentations ontologiques, la culture, la nature de l'enfant, les représentations ontologiques.
La culture met en forme la façon de percevoir la nature de l'enfant et le chemin pour l'humaniser. Partout dans le monde, il est question de faire de beaux enfants. On appelle ça la calipédie. Alors, Maurice Godelier nous a parlé des Barouillas et de leur système d'éducation des adolescents, mais comment ne pas faire le parallèle avec notre propre façon de prescrire aux futures mamans de bons conseils pour avoir de beaux enfants? Alors, pourquoi serions-nous les seuls à détenir la vérité sur la manière de bien élever nos enfants? Notre Dieu médecine, qui se mêle de la construction des bébés, même avant leur conception, prescrit et interdit des façons de faire pour avoir de beaux bébés. Alors, les étiologies et les causes du désordre. Le monde invisible. Notre esprit cartésien ne croit que ce qu'il voit. Et il fait comme si le monde des esprits invisibles, n'existait pas. Et pourtant, le monde invisible nous entoure, sans parler des prières ou des offrandes à Dieu, faites dans le cadre de la Sainte Église, la présence de guérisseurs et autres gourous de médecine ésotérique, douce ou parallèle, nous rappellent que le monde invisible n'est pas si loin. Pourquoi faut-il croiser les doigts, toucher du bois, porter une croix, ne pas passer sous une échelle, éviter ou pas le chiffre 13, croiser un chat noir, etc., etc. Dans certaines sociétés, le monde des invisibles est très présent et il organise la vie de la communauté. Ça, Maurice Godelier vient de nous en parler. Un exemple, Madagascar. À Madagascar, par exemple, lors de la cérémonie dite du retournement des morts, on sort le défunt du caveau, on change le linceul qui l'enveloppe et on lui fait faire le tour du village, en musique, en chanson, en danse. La famille élargie est là, le village aussi. Cette cérémonie est destinée à permettre à l'ancêtre, de partir vers un sommeil éternel. Parce que jusque-là, son âme était restée autour de la maison familiale, ce qui avait nécessité de lui rendre hommage régulièrement, sous peine de provoquer son mécontentement et peut-être d'attirer bien des problèmes à la famille. Il en est ainsi, puisque le monde à Madagascar a été créé par deux divinités. Le dieu de la terre, qui a façonné les êtres vivants à partir de terre glaise, et le dieu du ciel, qui les a animés et leur a donné aussi une âme. À sa mort, on met le parent dans un linceul, dans le caveau, et on laisse faire le temps. Tout ce qui est fluide revient à la terre, et la cérémonie du retournement des morts, justement, permet à l'âme de rejoindre le ciel. Tout cela organise le lien entre les vivants et les morts, mais bien sûr entre les jeunes et les anciens, dont l'âme pourrait potentiellement créer bien des soucis s'ils ne sont pas respectés du temps de leur vivant. On va voir un autre petit film sur le Famadina. Désolé.
Vous voyez, c'est pas une cérémonie triste du tout, hein. On fait faire le tour du village au défunt, on lui présente ce qui est nouveau, ce qui est toujours là, et après on le remet dans le caveau en lui disant « ça y est, maintenant tu peux partir, aller du côté des ancêtres et nous laisser tranquilles ». C'est joyeux. Là, on est en train de changer le linceul. Il faut qu'il soit bien habillé pour partir. Voilà. On pourrait parler de la Martinique aussi. En Martinique, par exemple, qu'on peut appeler l'île sans père, on pourrait parler de l'inceste. Dans cette famille, dans cette société traditionnellement matriarcale, c'est une société matriarcale, la Martinique, les hommes circulent, hein, comme on les visites nocturnes l'autre fois, hein, les hommes circulent de famille en famille. Et ce n'est pas la peine d'attendre un père pour qu'il prenne sa place. Comme on dit, père biologique il est, mais pas de père d'autorité. Et puis les enfants appartenant à la lignée des femmes, comme les enfants appartiennent à la lignée des femmes, le risque d'inceste pour les hommes, c'est de coucher avec sa fille, puisqu'il ne la connaît pas, puisqu'il circule. Et Martinique, c'est pas loin de chez nous, c'est même chez nous. Dans le pays du Maghreb, selon le Coran, les djinns sont des créatures surnaturelles, dont le Coran affirme l'existence. Sourate 51, verset 56, « Je, Dieu, n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et Sourate 55, 15, « Il créa les djinns d'un feu sans fumée. » Les djinns sont doués de lire barbite. Ils peuvent prendre différentes formes, végétales, animales, anthropomorphes. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre forme humaine s'ils le veulent. Pour les musulmans, les djinns représentent une sorte de créature invisible habitant un monde parallèle à celui des humains. On les trouve près des points d'eau, dans des endroits déserts, dans les forêts. Leur nom, leurs paroles, leur comportement demeurent étranges, ce qui permet de les distinguer des humains quand ils prennent forme humaine. Ils sont capables de prendre possession spirituellement et mentalement d'un être humain qui se comporte alors étrangement. Et là, vous comprenez pourquoi cette maman avec qui je parlais au départ a parlé et a pensé que sa fille était possédée par un djinn. Et pour en revenir au mariage coutumier dont parle Maurice Godelier, on pourrait aussi parler de la question de l'honneur, si important. Maurice Godelier nous a donné une piste. Le mariage coutumier instaure que la première épouse est la fille de l'oncle paternel, la cousine germaine du côté paternel. Et il nous a précisé que cette coutume avait pour but de garder la pureté de sang et de sperme, la pureté de la lignée, donc la descendance. Seule garantie pour faire une bonne alliance, c'est ce qu'il nous a précisé. On voit bien alors que de ne pouvoir garder sa fille pure, entre guillemets pure, parce qu'elle a ou a eu des relations hors de la lignée,
revient à faire honte au père. Il perd alors son honneur de père. Il n'a pas su garder la lignée et la descendance dans sa pureté originelle. Si on est maintenant du côté de la logique du thérapeutique, dans l'ordre du faire, disait Marie-Rose Moreau, pour comprendre le désordre dans ces familles issues de la migration, il y a 3 axes qui sont à prendre en considération. Le premier axe, c'est pas dans l'ordre, un des axes, c'est l'axe culturel et son rapport aux vivants, aux ancêtres, la descendance, aux invisibles, ceux dont on vient de parler. Un autre axe, c'est l'axe issu de la migration, de l'exil et des ruptures, qui ne sont pas sans conséquence sur une dynamique et sur une vie familiale. Et un troisième axe, qui est l'axe du processus d'acculturation, c'est-à-dire du métissage. Y a-t-il métissage ou non? Notre travail consiste ensuite à percevoir les situations de rupture et de précarité, mais aussi de mettre en mots les déséquilibres du sujet à son groupe d'appartenance, et alors de faire émerger les étiologies culturelles de la souffrance et du mal-être. Et finalement, que le soin soit d'ici ou de là-bas, soit psychique ou groupal, parole de psy ou parole de Taleb, médication allopathique ou magique, à chaque famille singulière sa représentation du désordre, du mieux-être et bien sûr de son chemin de guérison. Mais finalement, n'est-ce pas le propre de la majorité des familles, dans le tout venant de nos rencontres, que de faire des choix qui parfois nous échappent? Le prendre soin. Encore 2 petites histoires pour illustrer le prendre soin. Voilà Bintou. Bintou, 15 ans, jeune mineure isolée, elle arrive d'Afrique noire. On apprend qu'elle ne dort pas la nuit, qu'elle perturbe la vie de l'internat. Elle n'a cesse de vouloir sauter par la fenêtre la nuit. Avec une approche prudente sur la question de ses peurs et de ses pensées, finalement elle parlera d'une vision qu'elle a d'un homme qui entre dans sa chambre la nuit, ce qui la remplit de frayeur, bien évidemment. Au bout du compte, il s'avère que cet homme est son oncle, qui est mort à la guerre, et que la famille n'a pas pu accompagner dans l'autre monde, puisque son corps n'a jamais été retrouvé. Son âme erre donc entre deux mondes, et il vient parfois visiter les vivants. Il est d'ailleurs déjà venu à sa rencontre quand elle était au pays. Très malade, elle-même, cet enfant, Bintou, son oncle est venu pour lui dire qu'elle devait vivre, qu'elle ne devait pas le rejoindre. Mais ici, Bintou est seule, perdue, apeurée, dans un monde et dans un pays inconnu. Son oncle est revenu la voir. Mais pour elle, que faire de cette vision sans un groupe de référence pour lui donner du sens? L'approche culturelle de la question des rituels de la mort va petit à petit libérer un espace de parole et apaiser cette jeune fille qui pourra alors reprendre le chemin de la vie. On pourrait parler d'Omar. Omar ne peut sortir de chez lui. Il a peur. Il a peur non pas que le ciel lui tombe sur la tête, mais il a peur de mourir écrasé. Il a peur aussi qu'un pot de fleurs lui tombe sur la tête. Nous le rencontrons avec sa mère, qui parle de la migration, bien sûr, mais sans le père, resté au pays, et disparu depuis. Nous le rencontrons donc seul avec sa mère, et nous comprenons qu'il vit dans un univers de femmes. Il n'y a que des femmes autour de lui. Et dans ce monde-là, la grand-mère d'Omar semble incontournable par sa présence et sa connaissance de l'histoire familiale. Nous décidons donc de nous déplacer et de faire une médiation chez la grand-mère. Chez elle, elle va parler volontiers de la famille, de son histoire, de la mort. Tous les hommes sont morts. Tous les hommes sont morts. De façon brutale, inattendue. Jusqu'à son oncle, l'oncle de cette grand-mère, qui n'a pas respecté le ramadan et qu'un djinn grenouille est venu chercher et emporter dans l'autre monde. Omar est un des rares hommes survivants et il ne veut pas mourir. Son arrière-grand-père a vécu longtemps, c'était vraiment un patriarche. Il a fondé cette lignée.
mais sa descendance masculine s'est éteinte avant l'âge de la vieillesse. Par malheur, la famille, bien que croyante, a fait rupture avec la communauté. Alors Omar erre dans un monde, dans ce monde envahi de la peur, par la peur, sans contenance et sans référence auquel il pourrait rattacher une histoire, une croyance, un espoir, une porte de sortie. Comment Omar peut-il se rattacher à un groupe de référence? Comment peut-il penser son existence dans une histoire familiale qui place le masculin au centre des disparitions et sans trajet identificatoire proposé? Qui va pouvoir lui servir de guide? Voilà la question qu'il va falloir résoudre. Après ce cheminement que l'on a fait ensemble ce matin, j'espère que vous aurez compris qu'il n'est plus question de savoir ce qui est vrai ou faux, ce qui est vrai ou pas vrai. Nos rencontres avec des familles issues de la migration nous confrontent à des malentendus, à des incompréhensions, à des stéréotypes. C'est bien pour cela qu'il est question d'entendre la parole d'une personne ou d'une famille comme étant une parole constitutive de sa construction personnelle, culturelle mais aussi personnelle. Et c'est bien comme cela que moi je fais fonctionner l'approche complémentariste dans ma rencontre avec les familles. Mais il en est de même dans ma volonté de prendre soin et même de soigner. Peter Fonagy, qui est un psychanalyste anglais, nous dit que c'est une question de croyance épistémique. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il affirme que ce qui marche en thérapeutique, c'est l'adhésion du sujet et sa croyance en l'efficacité de la thérapeutique proposée. Et il précise que cela ne sert à rien de donner un traitement dont on se doute que le patient ne va pas le prendre. Cela sert à nous déculpabiliser, probablement. Mais si le prendre soin, c'était peut-être d'abord de ne pas s'opposer frontalement à la croyance culturelle, mais plutôt de composer avec elle et de faire alliance. Voilà, pour conclure, nous voilà au bout de cette matinée qui a vu défiler la culture sur le plan de l'organisation de la famille, dans sa parenté, dans sa communauté, avec Maurice Godelier, bien sûr. Nous avons aussi discuté de ce en quoi les alliances inconscientes et les contenants culturels œuvrent en arrière-plan lors du développement d'un sujet, avec cet objectif, humaniser cet être humain en devenir. Pour terminer, donc, il faut accepter que la diversité des cultures nous oblige à penser les dynamiques à l'œuvre plutôt que de chercher à avoir une connaissance exhaustive des différentes cultures. C'est impossible. 10 000, dit-il, Godelier. J'espère que notre cheminement aura permis de comprendre cette démarche et que les illustrations cet après-midi, que vous verrez avec Nawel et Mohamed, que les illustrations cet après-midi nous permettront de repartir convaincus que l'abord culturel, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre humaine, ouverte à toutes les surprises, et que finalement, peut-être pas aussi savante que certains voudraient nous le faire croire. Je vous remercie.